Une nouvelle grande métropole qui cible les plateformes de location d'hébergement touristique comme Airbnb. Cette fois, c'est la ville de New York qui s'y attaque pour les locations de courte durée. Alors pourquoi une telle décision alors que les hôtels sur place sont devenus souvent inaccessibles? Le Portugal, Annalisa Capellini, vous avez regardé ce qui se passait là-bas. Le Portugal qui continue sa lutte contre les locations touristiques. C'est pourquoi le gouvernement veut mettre fin à certains avantages fiscaux qui concernent la location saisonnière. Le gouvernement n'en finit plus de faire la guerre aux loueurs saisonniers et la chasse aux plateformes comme Airbnb, Abritel et tout ce qui permet en fait de mettre son appartement en location saisonnière. Le motif derrière tout ça, il est simple, pour eux ce sont eux et donc les loueurs également qui sont responsables de la crise du logement en France. Ces dernières années, depuis environ 3, 4, 5 ans, on commence à voir une vraie haine de Airbnb et il y a énormément de villes qui ont limité à 120 jours par an les locations saisonnières. Bien évidemment, c'est appuyé par le gouvernement qui a déjà en 2021 fait passer une loi visant à ce que les loueurs saisonniers qui font plus de 23 000 € de recettes doivent payer des cotisations retraite et URSSAF sur leurs recettes, et également ces derniers temps avec le plan de loi de finances 2023 où le gouvernement a passé une loi disant fini l'abattement de 71%, place à l'abattement à 50% pour les locations saisonnières dans les zones tendues. Et aujourd'hui, l'idée c'est de voir si tout cela a un sens et si Airbnb a effectivement complètement déréglé le marché immobilier locatif local. Cette vidéo est sponsorisée par LMNP.ai, c'est une boîte qu'on vient de créer chez Anieri Patrimoine où vous allez pouvoir gérer de A à Z sur tous les plans votre comptabilité meublée, donc LMNP ou LMP, directement en ligne avec une plateforme ergonomique et intuitive. L'idée c'est simple, vous aurez deux offres, l'offre autonomie où vous pourrez faire vous-même votre comptabilité et grâce à nos algorithmes, vous allez pouvoir générer automatiquement votre liasse fiscale directement en ligne, puis l'envoyer au fisc et être en conformité légale, ou vous pourrez prendre l'offre expert comptable où un expert va générer votre liasse pour vous et un expert comptable va signer votre liasse, donc prendre un engagement officiel de responsabilité et l'envoyer pour vous au fisc. Les deux offres seront donc accessibles à 179 € pour l'offre autonomie et 250 € TTC pour l'offre expert comptable. Le logiciel sera en ligne dès le 2 janvier 2024, donc pour faire votre comptabilité en 2024. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche pour rester informé. On vous tiendra très prochainement informé et on aura un petit cadeau pour les 500 premiers inscrits. Allez, on retourne tout de suite à la vidéo. En moins de 15 ans, la start-up californienne s'est non seulement imposée comme un leader mondial de la location touristique, enregistrant notamment 8,4 milliards de chiffre d'affaires en 2022, ce qui correspond quand même à une augmentation de 40% en un an, oui, perturbé par le Covid, je l'accorde, et a réalisé un bénéfice de 1,9 milliard de dollars. Mais elle a surtout clairement rebattu les cartes du marché locatif. La France, c'est le deuxième marché mondial derrière les États-Unis, avec pas moins de 600 000 logements Airbnb recensés en 2021 pour 86 millions de nuitées réservées en 2022 sur les deux plateformes Airbnb et Abritel, soit 29% d'augmentation sur un an. Une croissance à deux chiffres qui inquiète et qui ne met absolument, mais alors pas tout le monde d'accord. Dans les opposants, il y a les professionnels du secteur, mais il y a également, comme on l'a vu, les pouvoirs publics, sans compter les habitants des grandes villes qui commencent à avoir du mal à se loger et qui souhaitent aussi à leur tour blâmer Airbnb. Sauf que vous allez voir que si le succès d'Airbnb est un succès planétaire, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la simplicité de se loger pour les personnes qui sont en vacances, qui sont touristes, c'est quand même incroyable. Vous avez accès à des logements absolument partout, à des prix qui sont souvent inférieurs aux hôtels et qui sont souvent aussi plus adaptés aux familles. Aller à l'hôtel, c'est bien, mais c'est quand même plus simple quand vous partez 2 semaines en vacances quelque part avec votre famille, d'avoir votre propre appartement avec votre cuisine, votre petite terrasse, etc. Ça a également permis à de nombreux propriétaires de pouvoir un peu mieux rentabiliser leur logement et puis aussi de pouvoir le louer pour payer une partie des vacances. Donc voilà, c'est une plateforme en fait vraiment des nouvelles technologies qui permettent très simplement et de manière ergonomique de mettre en relation offreurs et demandeurs. Et nous avons pu le voir avec Uber par exemple, quand une application permet une mise en relation aussi simple et aussi pratique qui répond autant à la demande qu'à l'offre, eh bien c'est un système inarrêtable puisqu'on a fait un pas en avant et la plupart des personnes ne sont pas prêts à faire un pas en arrière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'ampleur de l'emprise territoriale de Airbnb en France. Une carte exhaustive a été publiée en 2021 sur le site scientifique Géoconfluence donc de l'ENS de Lyon, et ça souligne le phénomène. En fait, sur cette carte, on se rend compte que là où il y a une concentration énormément massive de Airbnb, c'est évidemment dans les zones ultra touristiques françaises, où la demande saisonnière est forte, que déjà si ça existe, c'est qu'il y a une raison, et qu'en plus, le fait que ça existe, ça peut pas être dépourvu de conséquences pour les territoires locaux. En fait, avant, il y a 20 ans, quand vous alliez en vacances, si vous vouliez aller quelque part, bien vous alliez à l'hôtel ou au pire, vous preniez les petites annonces et vous louez un gîte.
Aujourd'hui, les pouvoirs publics se sont emparés du phénomène en disant « Attention, il y a une multiplication démesurée des locations touristiques. C'est un, je cite, tsunami silencieux de fuite de logements périns vers du meublé touristique. » Sauf qu'il faut bien se rendre compte qu'en 20 ans, le marché a lui aussi évolué. Et si aujourd'hui vous investissez dans des villes tendues, si vous louez à l'année, vous n'êtes absolument pas rentable, donc ça ne vaut pas le coup d'investir, donc vous ne le ferez pas. Et à cause de la montée des prix des logements, il va falloir s'adapter et louer en saisonnier pour aller chercher plus de recettes, pour avoir des rendements qui valent la peine. Regardez l'exemple que je vais vous donner. On va imaginer aujourd'hui sur Paris, quelqu'un qui va acheter un T2 de 40 mètres carrés. Alors globalement, selon les prestations et tout ça, il va le payer entre 350 000 et 450 000 euros. On va imaginer, nous, pour l'exemple, qu'il le paye 400 000 euros en prix de revient, avec les frais de notaire. Avec les taux d'intérêt actuels, déjà, s'il le loue 1700 euros par mois, ce qui est à peu près le loyer moyen pour un logement de 40 mètres carrés sur Paris, il va avoir un rendement brut de 5,80. Ce qui est déjà pas mal pour Paris, hein. La plupart des gens n'ont pas des rendements aussi élevés. J'ai été assez généreux dans les chiffres que j'ai pris pour vraiment montrer l'ampleur du phénomène. Globalement, aujourd'hui, si cette personne loue à 1700 euros par mois, ensuite paye ses charges, donc taxes foncières, charges de copro et tout ça, et doit payer son crédit, il va devoir faire un effort d'épargne de 1000 euros par mois pour compenser la différence, ce qui est absolument colossal. Et encore, c'est parce que je suis parti sur le principe que la personne loue en meublé, que du coup, grâce au régime réel en LMNP, elle n'a pas ou très peu de fiscalité sur ses revenus, parce que si on prend le même exemple avec quelqu'un qui loue en nu et n'aurait pas de déficit, comme la taxe en France est de 30 à 41% à peu près selon les revenus pour la tranche d'imposition sur le revenu, plus 17,2 pour les prélèvements sociaux, ça fait quand même une taxe en moyenne pour les Français à 47,2 ou 58,2 sur les résultats nets annuels. Donc si, oui, en plus on rajoute l'imposition sur les revenus à ça, c'est plus 1000 euros d'effort d'épargne par mois, c'est 1500. Qui, aujourd'hui, concrètement, va investir dans une ville, payer quelque chose 400 000 euros pour dire tous les mois, je vais devoir mettre 1500 euros de ma poche? Personne. Littéralement personne. En fait, le rendement net est tellement faible qu'il vaut mieux du coup finalement placer son argent sur un livret A dans ces conditions. Alors, on comprend bien qu'investir à Paris, pour garder l'exemple de Paris, pour louer à l'année, ça n'a pas de sens. Il y a quand même des personnes qui le font bien évidemment, mais au prix d'avoir des rendements extrêmement mauvais. Sauf que vous allez voir qu'investir à Paris, ça peut être quand même très intéressant sur le papier, à condition de trouver un moyen d'atteindre des rentabilités correctes. Donc pour ce faire, il n'y a pas 12 000 moyens, hein. Il faut louer en location saisonnière, c'est le seul levier pour avoir finalement des revenus mensuels moyens supérieurs, puisque vous allez louer à un prix ou à l'annuité, le prix est beaucoup plus cher. En fait c'est simple, si le prix d'achat du bien est élevé aujourd'hui, c'est parce que c'est un endroit qui est coté, touristique, historique, etc. Si on le paye au prix fort, mais qu'on le loue au prix bas, mathématiquement on n'est pas gagnant. Et si on achète un bien cher, c'est parce qu'il doit être capable de générer un rendement proportionnel à son prix d'achat. Ainsi, sur la même opération que j'ai citée tout à l'heure, si vous arrivez à atteindre les 2700 euros par mois contre 1700 à la base de loyer, eh bien votre effort d'épargne n'est plus que de 282 euros par mois. Ce qui est quand même beaucoup plus raisonnable. Si vous arrivez à atteindre 3000 euros de recettes moyennes par mois, alors vous n'avez plus d'effort d'épargne, et c'est les loyers Airbnb qui vont payer tout votre crédit. Et vous pouvez même dégager des bénéfices mensuels si vous arrivez à louer plus cher, ou avoir un meilleur taux de remplissage. Selon un article BFM publié en juin 2022, il y aurait en fait à Paris plus de locations Airbnb que de locations classiques. Entre 20 et 25 000 annonces de logements actifs chaque mois sur la plateforme pour juste la ville de Paris. C'est une situation qui est quasi similaire, de l'autre côté donc sur le littoral atlantique, au niveau de la communauté d'agglomération du Pays Basque, qui a recensé plus de 16 000 meublés touristiques dans les 24 communes concernées. Donc une augmentation de 130% entre 2016 et 2020 selon l'agence d'urbanisme des Pyrénées. Idem à La Rochelle, on enregistre quasiment 4 fois plus de logements de type Airbnb, 5 000 environ, que de chambres d'hôtel, et un peu plus au sud à Bordeaux, c'est pas moins de 6 200 logements actifs qui sont recensés sur la plateforme contre 5 100 il y a 2 ans. Et en plus de tout ça, c'est qu'il y a un prix moyen de la nuit qui est en perpétuelle augmentation. On a pris 36% en 2 ans pour atteindre aujourd'hui 142 euros de prix moyen à la nuit, selon les chiffres publiés fin 2002. Avant de crier que les loueurs de logements saisonniers sont de vilains capitalistes assoiffés d'argent et mettant des personnes à la rue, il serait déjà intéressant qu'on prenne le temps d'observer le phénomène et l'évolution de ce dernier qui nous a conduit à une telle situation de tension sur le parc locatif d'aujourd'hui. Le premier facteur qui est simple et évident, c'est que Paris, ou absolument toutes les grandes capitales et autres villes, ne s'agrandissent plus. Pour prendre l'exemple de Paris, c'est une ville qui ne s'agrandit plus depuis le XVIIIe siècle. Bien sûr, en périphérie, on va continuer à étendre la zone urbaine, ça va s'agrandir et aujourd'hui, le Grand Paris, la banlieue, ça peut aller jusqu'à 60 km de distance du centre-ville, et ça s'étend encore et ça va être le cas comme ça pendant de nombreuses années, et c'est le cas aussi pareil dans les autres villes du monde occidental. Sauf que l'hypercentre Paris Intramuros, lui, il peut plus s'agrandir. Tout est déjà construit. Chaque millimètre de terrain, il est occupé, et la démographie française, elle ne cesse de grandir, et de plus en plus de personnes veulent vivre Paris Intramuros, veulent vivre dans les beaux quartiers, veulent être le plus au centre possible, etc. Du coup, les personnes les plus riches, elles sont prêtes à dépenser toujours plus et atteindre des centaines de milliers d'euros, voire des millions, pour avoir un logement à Paris Centre. Et vous, qui ne gagnez peut-être
pas autant, vous avez la volonté de vivre dans les mêmes quartiers et au même endroit que des centaines de milliers d'autres personnes. Donc déjà il se passe une chose, c'est qu'en termes de responsabilité, vous et toutes les personnes, que ce soit françaises, étrangères ou n'importe qui œuvre pour aller vivre à Paris centre, eh bien vous contribuez à la montée excessive des prix sur la capitale parce que vous et les autres, vous êtes en surenchère permanente pour acheter des appartements. Quand on voit qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser 300 000 € pour acheter des 12-13 mètres carrés, c'est quand même qu'on contribue au système et qu'on est acteur de ce système. Pareil du côté locataire, quand vous êtes prêt à payer des fois des 2000 € pour vivre dans des 30 mètres carrés ou 35 mètres carrés, eh bien c'est que vous êtes acteur du système parce que vous êtes prêt à dépenser des sommes astronomiques qui sont décorrélées de la réalité pour vivre dans un endroit où tout le monde veut vivre. Et donc vous prenez la place finalement de quelqu'un d'autre parce que vous avez mis plus cher et que vous êtes allé encore plus loin que lui dans la démarche. Alors là, attention, je parle de Paris, mais c'est pareil pour les autres villes. Lyon, Marseille, Bordeaux, on fait que d'entendre oui, le marché immobilier locatif s'est tendu, on n'arrive plus à trouver un logement, on a une file de 40 locataires devant l'appart pour faire les visites et tout ça. Oui, mais c'est parce que tout le monde veut y vivre et que les villes ne s'agrandissent plus. Ça, c'est le premier critère et ça, c'est la réalité qui fait la montée des prix. Et donc en fait, le fait que les gens soient obligés de louer en saisonnier pour répondre à une demande touristique, c'est simplement parce que les prix ont tellement monté à cause de ces surenchères que du coup, si vous ne louez pas en saisonnier, vous n'êtes pas rentable, donc vous n'investissez pas. Donc si vous n'investissez pas, il n'y a pas de propriétaire, donc il n'y a pas de locataire, et c'est un cercle en fait un peu vicieux. En fait, dans toutes les grandes villes de France, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le prix du mètre carré, il ne représente que l'absolu équilibre entre l'offre et la demande. Et pareil quand vous êtes locataire, ce sera le pur équilibre entre l'offre et la demande sur le marché locatif. Et du coup, on arrive à des situations où, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si jamais vous achetez un appartement comme ça, 400 000 €, aujourd'hui vous allez avoir une mensualité de prêt, avec les taux actuels, qui sont certes élevés, je l'accorde, mais quand même, à 2576 € par mois, plus vous allez payer la taxe foncière, plus l'ensemble des charges de copro, etc. Donc ça va faire limite une mensualité qui va pas être loin des 3000 € de dépenses. Si vous souhaitez louer, comme on l'a vu tout à l'heure, vous aurez probablement cet appartement pour 1700 € par mois, soit presque moitié moins. Presque. Et du coup, on se dit, ok, donc en fait, oui, c'est plus intéressant d'être locataire à Paris aujourd'hui, donc forcément, si c'est plus intéressant d'être locataire, ça veut dire qu'il y a peu de gens qui investissent. Mais donc potentiellement, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de logements à la disponibilité. Après, Paris, c'est encore différent parce qu'il y a énormément de gens qui veulent vivre. Oui, il y a le tourisme, mais il n'y a pas que. Il y a aussi le bassin d'emploi, le fait d'être né là-bas, d'avoir tout son cercle social. Il y a en fait beaucoup de facteurs qui expliquent que les gens veulent s'agglomérer dans les centres-villes des grandes villes. Par contre, on peut faire un exercice de pensée qui est intéressant sur les villes touristiques. Lorsque vous allez à La Rochelle, Biarritz, Saint-Tropez, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à se loger à 40 minutes de la mer lorsqu'ils sont vacances pour dire non, on va pas prendre un logement au centre-ville parce que sinon on va faire monter les prix et les locaux n'ont plus accès à des logements abordables. Dans le lot, il y aura peut-être une ou deux personnes qui pensent comme ça et c'est très bien, mais sur les millions de touristes chaque année en France, évidemment ça s'applique pas. Vous remplissez des Airbnb, donc les propriétaires vont forcément continuer à acheter en Airbnb. Après, je vous rassure, il n'y a pas lieu de culpabiliser parce que si par exemple il y avait un décret qui passait, on dit ok, plus aucun touriste, plus aucune location au centre-ville de Nice et que du coup tout le monde partait dans le RPI niçois. En fait, ce serait à nouveau pareil. Le problème, ce serait dans l'arrière-pays niçois que les gens n'auraient plus de logement, que les routes seraient saturées, qu'il y aurait des résidences qui seraient construites à tout va, qu'il y aurait des abus sur les Airbnb. Donc en fait, on décalerait juste le problème. La seule solution aujourd'hui au problème, ce serait de diluer de manière homogène le tourisme et les bassins d'emploi, et donc les lieux de vie, sur tout le territoire. Mais c'est extrêmement utopique. C'est des flux et mouvements humains, et les prix et l'économie n'est juste que le témoin, en fait, de toutes ces conséquences. Et puis, au-delà de tout ça, n'oublions pas aussi qu'il y a des retombées positives, puisque le tourisme de masse et l'attractivité de la France, ça génère quand même, sur l'année 2022, 57 milliards de recettes pour l'État. Colossal. Et puis ça crée environ, d'après les chiffres, 1 300 000 emplois en France, générés par le tourisme, etc. Donc il y a aussi du positif au tourisme de masse. Lutter contre la spéculation locative et favoriser l'accès au logement dans les territoires en tension. Voilà l'idée de la proposition de loi portée par les socialistes. Pour rappel, en France, depuis novembre 2018 et la loi Elan, une réglementation stricte encadre la location touristique de courte durée. En effet, dans les villes de plus de 200 000 habitants, la petite couronne parisienne et les villes ou communautés d'agglomération de 50 000 habitants ayant opté pour la procédure d'enregistrement des meublés, eh bien les propriétaires sont dans l'obligation de se déclarer en mairie afin d'obtenir un numéro d'enregistrement sous peine d'une amende de 5 000 €, et ces gens ne peuvent louer leur résidence principale que dans la limite de 120 jours par an, faute de quoi ils s'exposent à une nouvelle amende de 10 000 €. En revanche, concernant les résidences secondaires, c'est carton rouge. Interdiction de louer ne serait-ce qu'un jour sous peine d'une amende de 50 000 € par meublé. Alors pourquoi on parle tout le temps des 120 jours ? Eh bien en fait c'est simple. Pour le droit français, la résidence principale, elle est entendue comme le logement occupé au moins 8 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé, etc. Il reste donc 4 mois, soit 120 jours pendant laquelle le propriétaire peut ne pas habiter chez lui et le cas échéant avoir recours à la location touristique courte durée via Airbnb. Mais certains territoires dits zone
tendus vont un petit peu plus loin, comme par exemple au Pays Basque pour y revenir, ou en mars dernier, le tribunal administratif de Pau, via une mesure de compensation qui vise les résidences secondaires et oblige les propriétaires à produire, en fait dans la même ville, avec une surface équivalente, un bien sur le marché locatif à l'année pour composer un logement transformé en meublé touristique. Donc typiquement, sur le Pays Basque, si vous voulez louer par exemple un appartement de 40 mètres carrés sur Airbnb, eh ben vous devez en parallèle louer un logement de 40 mètres carrés à l'année. Il faut compenser ce que vous faites. Bien évidemment, c'est très peu de gens qui sont capables de le faire, puisque ça veut dire qu'il faut déjà dans ces zones avoir 2 appartements. Donc c'est quand même pas une majorité. Pareil à Bordeaux, on estime que dans les limites de 120 jours, mettre en location touristique de courte durée sa résidence soustrait de facto un logement à un habitant. Et du coup, pour compenser, la mairie demande aux propriétaires d'acheter un local professionnel de la même surface, dans le même quartier, pour le transformer en habitation et le louer à des habitants. Parce qu'en effet, pour le droit français, louer pour de la location courte durée à l'année appelle un changement d'usage, c'est-à-dire la transformation administrative et juridique d'un local d'habitation en un local destiné à de la location saisonnière de courte durée, assimilé ici une activité commerciale. D'ailleurs, dans un souci d'assouplissement et face à la difficile observation de la règle du changement d'usage par les propriétaires, la loi Elan a instauré un bail mobilité qui permet aux propriétaires de pouvoir louer en meublé leur appartement, résidence principale ou non, pour des durées moyennes de 1 à 10 mois maximum, sur des plateformes comme Airbnb par exemple. Pour autant, ça grince des dents au niveau des politiques. Au Pays Basque, toujours, par exemple, sur les 900 résidences secondaires qui apparaissent chaque année, les 2/3 sont transformés en location touristique courte durée, les propriétaires faisant signer des baux mobilités d'une durée maximale de 10 mois pour pouvoir louer plus cher durant la période estivale. Pour les élus locaux, trop de personnes sont, je cite, mises à la porte au début de l'été. Selon eux, le droit de propriété a pris le pas sur le droit au logement. Ainsi, les socialistes ont porté devant l'Assemblée une mesure de loi qui vise à réguler un marché locatif classique. Par exemple, on retiendra parmi les points essentiels qui veulent réduire de 120 à 60 nuitées par an le nombre de jours de location autorisés pour les résidences principales. Et on pourrait se dire, ça c'est vraiment typiquement un comportement français. Pas forcément, puisque par exemple, depuis le 5 septembre dernier, à New York, il est plus possible du tout de louer un bien sur Airbnb pour moins de 30 jours. Et le constat est le même partout. Ce qui est intéressant de regarder par contre, c'est que pour New York, l'interventionnisme des pouvoirs publics de l'État, en fait ça conduit à raréfier totalement les logements disponibles et ça fait grimper le prix à la nuitée dans les hôtels. Sachant que dans la ville de New York, le prix moyen d'une nuit est déjà de $235, ce qui en fait l'une des villes les plus chères du pays en termes d'hébergement. La suppression des Airbnb ne va conduire qu'à accueillir des personnes à très haut pouvoir d'achat et empêcher les foyers modestes de pouvoir se loger dans la ville pour faire du tourisme. En fait, le parti pris par de nombreux pouvoirs politiques dans le monde, c'est d'expliquer qu'un habitant local vaut plus à leurs yeux, lui reconnaît plus de droits à un habitant local qu'à un touriste. L'orientation de la loi allant dans ce sens est un exemple typique d'intervention étatique qui pense apporter la bonne vision, mais en réalité, chaque intervention est lourde de conséquences par derrière. Ok, on va diminuer le nombre de logements Airbnb en circulation. Par contre, qu'en est-il des personnes qui ont acheté un bien très cher il y a quelques années, qui ont fait des calculs basés sur leur rentabilité saisonnière et qui aujourd'hui se retrouvent avec des biens qui leur coûtent une fortune et qu'ils ne peuvent plus louer? Qu'en est-il des investisseurs qui ne veulent plus investir dans les centres-villes à cause des loyers plafonnés? Parce que oui, à Paris, Lyon, on a aussi un plafond des loyers qui font que encore moins de personnes veulent investir, parce que les rentabilités sont encore moins bonnes. Qu'est-ce qu'il en est des touristes qui ont plus de mal à se loger et qui doivent payer plus cher leur nuit d'hôtel ou aller ailleurs? Qu'en est-il des restaurants et entreprises locales qui tournent autour du tourisme, qui vont devoir mettre la clé sous la porte et licencier des salariés? Donc voilà, chaque réglementation et intervention de l'État vient dérégler un marché libre et donc, par principe ultra démocratique, ça va conduire à favoriser des gens et ruiner la vie d'autres personnes. On peut être pour, se dire la régulation est une bonne idée. En tout cas, il est bon de se poser la question de savoir si on souhaite la régulation du marché parce qu'on est intimement convaincu qu'on va faire le bien en favorisant des personnes au profit d'autres, ou alors si on est plutôt favorable à la régulation pour servir ses propres intérêts. Et je pense que l'exercice de pensée est intéressant à faire pour beaucoup de monde, notamment dans les villes tendues. Je pense qu'à ce stade de la vidéo, on a déjà fait un bon tour des liens de cause à effet, mais faut bien se rendre compte d'une chose, ce n'est pas du tout la seule cause qui fait qu'il y a une pénurie de logements en France. D'abord, on a vu que les zones tendues, c'est la rareté et l'occupation à 100% des centres-villes qui créent une grosse tension sur le marché. Ça, personne ne pourra rien y faire. En revanche, il y a d'autres facteurs qui conduisent à la tension des logements et qu'aujourd'hui on se cache bien de dévoiler publiquement. On préfère taper sur Airbnb et quelques loueurs qui vont louer leur logement que de se rendre compte que 1. On a des logements neufs qui sont ultra chers. Suite à une étude réalisée pour le compte de la FPI, il faudrait construire en France chaque année entre 450 et 500 000 nouveaux logements pour tenir le rythme démographique. En 2020, donc j'ai pris l'année avant le Covid, il y a eu 358 000 nouveaux logements de créer. La tendance est donc que chaque année, déjà il manque de la création de nouveaux logements. La raison est relativement simple, c'est qu'aujourd'hui acheter un bien neuf, sauf dans certains cas très spécifiques, c'est déjà de base payer 20% de TVA sur le bien. Vous achetez un bien 400 000 €, vous dites ouais c'est pas donné 400 000 €, en plus vous avez les frais de notaire dans le neuf à 2%, donc vous payez environ 409 000. Bon, déjà là-dessus, sur les 400 000 que vous avez acheté, il y a 66 666 € de taxes. Vous voyez, vous auriez pu acheter un autre logement limite avec ce prix dans une petite ville ou quoi que ce soit. Ensuite, construire des logements, c'est payer des taxes d'aménagement à des prix exorbitants. Bah oui, les collectivités, territoires locaux veulent aussi récupérer de l'argent
l'argent pour payer leurs dépenses, in fine, c'est vous qui allez le payer. Construire aujourd'hui des logements, c'est faire appel à une quantité de salaire avec globalement de très lourdes charges pour les entreprises, et tous ces coûts cachés d'impôts, de taxes, etc., se répercutent sur le prix de vente que vous devez payer. Il y a également un facteur qui est très important, c'est la montée des matériaux, qui a fait grimper le prix des logements avec la raréfaction des ressources mondiales, les conflits géopolitiques, le coût de l'énergie qui a fait flamber tous les prix et la conception des matériaux. Le neuf coûte très cher, et actuellement, il y a trop peu de logements qui sont construits. De plus, là où il y a besoin de logements neufs, c'est dans les zones tendues. Les zones tendues, le peu de terrain constructible qu'il y a, ils sont chers aussi. Donc, c'est crescendo. Le deuxième facteur, c'est qu'on a des PLU qui sont trop restrictifs dans beaucoup de communes. Les PLU, donc plans locaux urbanistiques, sont en France vraiment très restrictifs. En fait, c'est très difficile de trouver de nouveaux terrains constructibles parce que les municipalités ne s'activent pas et la loi ne permet pas de distribuer trop facilement des permis de construire ou d'acter des terrains comme constructibles. On peut prendre par exemple l'exemple de la Savoie, que je connais très bien. Il y a une forte tension sur les logements et pour trouver un terrain pas constructible, c'est vraiment la croix et la bannière. Et comme il y en a peu, le peu qu'il y a, les prix montent et du coup construire devient inaccessible et c'est très difficile d'avoir une maison avec un prix de revient inférieur à 400 ou 500 000 euros à même 20 minutes de Chambéry, etc. Alors on n'est pas au centre-ville de Lyon, quoi. On a également aussi la loi climat comme troisième facteur et la rénovation énergétique plus globalement qui contribue aussi à la crise du logement. On pourra plus mettre en location les appartements qui sont en G en 2025, en F en 2028 et E en 2034. Donc ça conduit aussi à la réduction affolante du nombre de logements disponibles à la location. En 2023, d'après les chiffres, c'est également environ 500 000 logements qui sont interdits à la location parce qu'ils sont, ça n'existe pas, mais inférieurs à G, c'est-à-dire qu'ils consomment plus de 450 kWh par mètre carré. Sauf que dans une situation de crise du logement, priver le parc de 500 000 appartements, c'est se tirer 6 balles dans le pied. Alors le gouvernement, bien évidemment, se défend en disant que le but n'est pas de retirer des logements, mais inciter les propriétaires à rénover. Sauf qu'aujourd'hui, être propriétaire, ça veut pas dire qu'on dispose forcément de dizaines de milliers d'euros dans la poche pour faire des travaux de rénovation. 4. On n'a aucune incitation publique à délocaliser les entreprises dans des zones moins tendues et plus rurales. Aujourd'hui, beaucoup de grands groupes et d'entreprises sont situés dans les grandes villes, ce qui fait que du coup ça agglomère encore plus de gens qui viennent y travailler. Peut-être qu'il pourrait être intéressant aujourd'hui à faire des incitations économiques pour que les entreprises aillent sur des zones un peu moins densément peuplées. On peut trouver des incitations économiques aujourd'hui pour les entreprises à dire si vous vous implantez et que vous engagez à embaucher des personnes et créer tant d'emplois dans telle zone, eh bien vous avez tant d'avantages fiscaux sur tant d'années. Ça, c'est une vraie solution aujourd'hui concrète à mettre en place pour ne pas trop pénaliser des particuliers ou des gens et en même temps essayer de diluer un petit peu ces grandes villes et puis redonner au marché immobilier un peu de capacité à souffler et par la même occasion faire aussi baisser les prix et donc rendre les logements plus accessibles, notamment l'accès à la résidence principale. C'est tout ce genre de solutions qui peuvent être mises en place mais pour lesquelles on n'a pas beaucoup de pistes et pas beaucoup de propositions publiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et d'avoir trouvé des pistes de réponse à ce fonctionnement et d'avoir bien compris le contexte qui englobe tout ce débat public qui, vous le voyez, finalement n'est pas si binaire que ce qu'on veut bien le dire. Il existe beaucoup de choses, de liens de cause à effet, des phénomènes naturels, des phénomènes sociologiques, une non-intervention et des lois qui sont passées en parallèle qui contribuent à renforcer la crise. Voilà, c'est tout ce genre de facteurs. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur l'investigation économique et sociétale.